Bonjour, bienvenue à tous dans cette deuxième partie de cette émission spéciale consacrée donc à l'inscription, ou en tout cas à la proposition de loi déposée par la France Insoumise pour inscrire le droit à l'avortement et à la contraception dans la Constitution, et si donc en France. Alors, pour comprendre pourquoi tout ce débat, il faut aussi revenir à un autre débat qui a occupé un petit peu tout le monde en fait pendant plusieurs semaines, dont on parle encore aujourd'hui puisqu'il était même à l'ordre du jour des midterms. C'est le débat justement de la légalisation ou non de l'avortement aux États-Unis. J'ai le plaisir pour cette deuxième partie en tout cas d'avoir toujours ici avec nous Laure Manant, bonjour. Rebonjour. Et puis nous avons avec nous depuis Washington notre correspondant Mathieu Mabin. Bonjour Mathieu. Et je vais justement commencer bonjour avec Aziza, vous. Bonjour Laure. Alors on l'a vu, la bonjour question Mathieu. est revenue au devant de la scène aux États-Unis quand la Cour suprême des États-Unis a décidé en juin dernier de redonner à chaque État la possibilité de légaliser, en tout cas d'avoir sa propre légalisation sur l'IVG. Plusieurs l'ont rendu illégal, pas moins de 11 États, et alors qu'on voit que ces 2 dernières décennies, un peu partout dans le monde, ce sont 50 pays qui ont adopté des lois moins restrictives concernant l'avortement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le contexte historique? Pourquoi on en est arrivé là aux États-Unis en 2022? Écoutez, tout le problème, c'est que durant près de 50 ans, les Américains, et particulièrement les Américaines, ont vécu dans l'illusion que le droit à l'avortement était acquis. Comprenez-moi bien, à l'échelon politique, il était parfaitement clair que l'arrêt Roe v. Wade était un texte fragile, une simple jurisprudence en réalité sur la protection de la vie privée, sans lien direct donc, ou en tout cas pas exclusif, avec le droit des femmes à disposer de leur corps, comme ça peut être le cas en France notamment. Les conservateurs américains, eux, et jusqu'aux plus jeunes des militants pour la vie, comme ils s'appellent entre eux, avaient parfaitement compris que le temps jouait en leur faveur et que dès que les juges de la Cour suprême seraient majoritairement conservateurs, ce qui est arrivé, on le rappelle, sous la mandature de Donald Trump, la fragile jurisprudence tomberait, tout simplement. Ce que l'on peut raisonnablement reprocher aux démocrates des 5 dernières décennies, c'est de n'avoir pas sanctuarisé le droit à l'avortement. Il aurait fallu pour cela une loi fédérale dont le texte a certes été plusieurs fois été voté par la Chambre des représentants, mais sans jamais franchir le cap fatidique du Sénat. Alors aujourd'hui, peu importe quelle administration porte la plus lourde responsabilité depuis 1973, les faits sont là, alors que le droit à l'avortement est globalement indéboulonnable dans un pays comme la France, par exemple, où strictement aucun parti n'envisage de le remettre en cause, ce travail de sanctuarisation ici, aux États-Unis, n'avait jamais été fait. Oui, absolument. Donc, même en France, en fait, finalement, aujourd'hui, le débat est justement celui-là. C'est qu'il est là, mais on ne veut surtout pas aller le sanctuariser des fois que quelqu'un voudrait le remettre en question. Mais en tout cas, après cette décision de la Cour suprême américaine, la réalité aujourd'hui, c'est que 11 États américains ont rendu illégale l'interruption volontaire de grossesse. Oui, absolument. 11 États qui effectivement se sont immédiatement mobilisés pour empêcher les femmes d'accéder aux rares cliniques qui demeuraient encore dans les... On pense notamment à un État comme le Kentucky, mais c'était également valable dans l'ensemble du Midwest en réalité, et même au Texas, qui certes a été un État extrêmement rouge, réputé conservateur, même si les choses ont particulièrement changé ces dernières années avec l'arrivée massive d'électeurs de sensibilité démocrate dans les grandes agglomérations. Évidemment que la disparition de ce fragile arrêt Roe v. Wade, cette fragile jurisprudence, on ne le dira jamais assez, a été considérée comme une opportunité pour les législateurs des États qui immédiatement ont fait voter des textes interdisant, ni plus ni moins, l'accès des femmes aux cliniques et donc au droit à l'avortement. On se souvient également que Joe Biden s'est emparé du sujet durant la campagne des midterms. Il avait d'ailleurs été dit que le choix stratégique des juges conservateurs de la Cour suprême de suspendre l'arrêt Roe v. Wade à une date si proche des midterms était un mauvais choix, puisqu'effectivement, ça a été un facteur fédérateur du côté démocrate
démocrate, dans l'électorat démocrate, et on a observé de nombreuses femmes, de nombreuses jeunes femmes s'inscrire sur les listes électorales, ce qui a probablement influencé les résultats de ces midterms et empêché notamment cette fameuse vague rouge, un facteur mobilisateur qui aura donc été déterminant et qui aura très probablement permis également aux Républicains de conserver leur majorité au Sénat. On va revenir au midterm dans quelques instants. En attendant, Laure, est-ce qu'aujourd'hui, en France, sans cette inscription dans la Constitution de l'IVG, est-ce que finalement ce droit pourrait être remis en question, vous pensez ? Alors, techniquement, il peut l'être, puisque la loi Veil est une loi comme toutes les autres et qu'elle peut être amendée ou abrogée. Concrètement, ça n'a jamais été le cas jusqu'à présent, mais effectivement, c'est aussi l'argument que brandissent le groupe Les Républicains ou le Rassemblement national, qui estime que le droit à l'avortement n'est pas menacé et donc que cette constitutionnalisation n'a pas lieu d'être. Il faut cependant s'intéresser effectivement à ce qui s'est passé aux États-Unis. Il faut regarder aussi nos voisins européens. On voit une vague de durcissement en fait, autour de l'avortement dans plusieurs pays. C'est le cas de la Pologne. La Pologne, il y a 2 ans, le droit à l'avortement est devenu quasiment impossible. Il n'est plus possible qu'en cas de viol ou de risque très marqué pour le cas de la mère. Et il y a de très nombreuses Polonaises qui ne peuvent plus se faire avorter. Même quand l'enfant a une déformation majeure, par exemple quand il naît sans cerveau, il y a encore des médecins qui n'osent pas procéder à un avortement et qui préfèrent envoyer leurs patientes à l'étranger pour se faire avorter dans les pays voisins. En Italie, Giorgia Meloni vient de passer, elle a des valeurs familiales, très conservatrices, etc. Dans son programme, il n'est marqué nulle part qu'elle s'oppose à l'avortement, mais elle a dit à plusieurs reprises pendant sa campagne qu'elle considérait que c'était une défaite et qu'il fallait trouver des alternatives, sachant que les alternatives, ça reste flou, mais concrètement, ce serait aider un peu plus les femmes qui ont des enfants pour leur donner les moyens financiers d'avoir des enfants. Mais on peut aussi parler de la Hongrie. La Hongrie, en septembre, pas plus tard qu'en septembre, il y a un décret donc, qui a été signé par le président, qui n'est pas passé par le Parlement, qui a été signé pour obliger les femmes enceintes qui veulent avorter à être, dit le texte, confrontées aux fonctions vitales de leur enfant. C'est-à-dire concrètement, quand on leur fait écouter ce texte, ça a fait d'ailleurs un holà dans le Parlement européen qui est qualifier la Hongrie à ce moment-là de régime hybride d'autocratie électorale parce que ce texte n'est jamais passé ni par les urnes ni par une quelconque représentation de la population. L'avortement aujourd'hui est encore interdit dans une vingtaine de pays dans le monde. Dans ceux qui l'ont partiellement dépénalisé, il y a encore des conditions très restrictives. Se pose un peu une question un peu philosophique, c'est pourquoi autant de résistance face à un droit qui concerne quelque chose qui concerne en premier lieu les femmes, mais beaucoup d'hommes veulent absolument avoir leur mot à dire et l'interdire. Alors là, vous parlez vraiment à la fibre féministe en moi, parce que moi, j'ai envie de vous dire oui, pourquoi, absolument. Moi, je mettrais ça sur le dos d'archaïsme hérité de cette société patriarcale où les hommes continuent à considérer plus ou moins consciemment que les femmes sont des mineurs à vie, qu'elles ne comprennent pas bien comment ça fonctionne tout ça et qu'il faut un petit peu les guider sur le droit chemin en leur expliquant ce que les gens raisonnables, c'est-à-dire les hommes, pensent. On est, je vais me montrer un peu plus mesuré que ça, mais il y a tout de même cette idée, rappelez-vous quand même, 1975, c'est pas si vieux que ça. Absolument. Pour ce droit à l'avortement, le droit de vote, le droit d'avoir un compte à soi-même, ne plus remettre le livret de famille au père lors d'un mariage, enfin à l'homme lors d'un mariage, ce sont des mesures très récentes. Enfin, on parle de la deuxième moitié du XXe siècle. C'est quand même extrêmement récent. Et puis, il faut aussi garder à l'esprit que les droits sociaux progressent à petits pas, qu'on peut se dire régulièrement, dans 10 ans, ce sera acquis. Dans 10 ans, ce sera acté. Le fait est que les choses progressent beaucoup plus doucement à l'échelle de l'humanité et que ce sont des progrès extrêmement lents, mais faciles à défaire. Alors, surtout quand il s'agit effectivement soit de mettre en tutelle la femme ou en tout cas son corps, en ce qui nous concerne ici. Mathieu, alors on l'entend souvent dans les manifestations aujourd'hui, tu n'as pas d'utérus, tu n'as pas ton mot à dire, mais on écoute, et on écoute surtout tous les hommes qui sont plutôt... qui participent aujourd'hui au débat de manière positive. Alors Mathieu, il y a récemment eu des élections, les midterms aux États-Unis, et le sujet était vraiment au cœur aussi des votes, puisqu'il y a eu des référendums locaux sur la question de l'avortement aux États-Unis. Qu'est-ce que cela a donné ?
Alors, lorsque l'on parle d'inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution, puisque c'est effectivement de cela dont il a été question au cours de ces midterms et au cours des consultations que vous évoquez, et il faut bien comprendre d'abord qu'il s'agit de la démarche de quelques États et qu'il s'agit donc de la Constitution des États et non pas de la Constitution des États-Unis, bien entendu, vous l'aurez compris. C'est d'ailleurs tout le problème pour Joe Biden et ses prédécesseurs démocrates. Il est pour le moment techniquement impossible de faire voter ne serait-ce qu'une loi fédérale sanctuarisant l'IVG, on l'a déjà dit. Parmi les États qui ont fait inscrire en revanche quelque chose qui s'apparente à un droit des femmes à disposer de leur corps dans leur texte, on trouve le Michigan, la Californie ou encore le Vermont, mais là encore, on ne peut pas parler à proprement dit de sanctuarisation de l'interruption volontaire de grossesse, mais d'une extension d'un texte protégeant, encore une fois, la vie privée. C'est d'ailleurs comme cela que, depuis 1973, les États-Unis disposaient d'une jurisprudence, cette fois à l'échelon fédéral. Cette fameuse jurisprudence que l'on appelait Roe v. Wade et dont on a déjà parlé. En clair, si le sujet de l'avortement a bénéficié aux démocrates durant ces élections de mi-mandat, on ne peut pas concrètement dire que les démocrates bénéficieront à court ou moyen terme à la cause de l'IVG. Joe Biden le reconnaît lui-même. Sans majorité au Congrès, il est inimaginable de faire passer ne serait-ce qu'une ébauche de texte, et quand bien même il disposerait de cette majorité, il faudrait qu'elle soit écrasante, ce qui n'est concrètement pas arrivé dans l'histoire récente des États-Unis. Et enfin, modifier la Constitution des États-Unis est un chantier colossal, ce qui pourrait paraître une formalité en France, et c'est tout le débat, par exemple, est ici un travail titanesque qui, de surcroît, engagerait la Cour suprême des États-Unis, encore elle, la même Cour suprême qui a fait Mathieu, la parce qu'on n'a plus de temps. son conservatisme. Je suis désolée, on n'a plus beaucoup de temps et j'ai vraiment quelques secondes. Alors, en fait, aujourd'hui, même quand une loi est adoptée, c'est pas forcément fini. On l'a vu avec la loi Gaillot qui a été adoptée en mars 2022 pour ajouter 2 semaines pour ce délai de 12 semaines pour avoir recours à une IVG. Et aujourd'hui, elle n'est pas forcément appliquée partout. C'est pas forcément appliqué partout. Il y a toujours ce droit de la clause de conscience des médecins, général pour refuser certains actes sur certaines personnes, et en particulier sur l'IVG. Ça a été d'ailleurs beaucoup débattu. Et des centres qui refusent aussi. Il y a des centres qui refusent, mais ils doivent systématiquement orienter les femmes vers d'autres centres ou d'autres praticiens qui, eux, pratiquent l'avortement. Merci beaucoup Laure et merci beaucoup Mathieu d'avoir été avec nous ici depuis Washington. Merci à vous tous de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de Demain à la Une. Très bon week-end à tous.